Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Bonjour à tous, je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entrepreneurs qui mettent la technologie au service de l'éducation, de la formation et de l'enseignement supérieur. Et l'enseignement supérieur, c'est justement, ça tombe bien, c'est formidable, le sujet du jour. Et c'est une actualité brûlante, évidemment, que nous allons traiter. Comment l'université a réagi face à la crise sanitaire, face au confinement, comment se prépare cette rentrée et comment s'envisage l'avenir, la transformation de l'enseignement supérieur à l'heure de la crise sanitaire. Voilà un sujet dont nous allons débattre. Et pour le faire, j'ai deux expertes que le monde entier nous envie, ou presque. Brigitte Nominé. Es-tu là, Brigitte? Bonjour Rémi. Vice-président de l'association, qu'est-ce que je dis vice-président? Je te dégrade, présidente de l'association des vice-présidents numériques, voilà, des VPNUM, et tu vas nous dire ce que c'est dans quelques instants. Et Nadia Jacobi, qui est membre d'EdTech France et fondatrice de Simone et les robots. C'est ça, Nadia? Absolument, c'est ça. Bonjour Rémi, bonjour Brigitte. Et qu'est-ce qu'elle fait, Simone? Qu'est-ce qu'elle fait, Simone, avec ses robots? C'est quoi, en fait? Simone, avec ses robots, elle essaye d'inspirer, de transformer, de digitaliser le monde de l'éducation, en tout cas d'accompagner les établissements d'enseignement supérieur dans leur transformation numérique. Et il y a beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de projets dans les établissements. C'est ce que j'allais dire. Voilà, tu as choisi un métier d'avenir. Bravo. Et puis tu étais, on va y revenir, mais tu étais toi-même VPNUM dans une vie antérieure. Alors Brigitte, justement, qu'est-ce qui se cache derrière ces 5 lettres, la VPNUM? Alors, VP numérique, c'est une fonction qu'on a vu apparaître il y a quelques années dans les gouvernances des universités. Il n'y avait pas nécessairement des VP numériques à 10-15 ans, mais depuis, je dirais, 2013, 5-6 ans, cette fonction-là est présente quasiment dans toutes les gouvernances d'universités. Ça couvre à la fois des thématiques autour de la transformation pédagogique, mais aussi les infrastructures numériques de la recherche, le problématique de la science ouverte avec des entrepôts de données, et puis les services qu'on peut apporter, la digitalisation de l'université, des services aux étudiants et l'amélioration, en tout cas, des procédures administratives au service de l'établissement. Alors, les soignants sont en première ligne, les pompiers sont en première ligne, les policiers sont en première ligne, les caissières sont en première ligne, mais les VPNUM aussi, là, quand même, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, pendant ces 6 derniers mois, depuis le confinement et encore maintenant cette rentrée, c'est vrai que ce sont des VP qui ont été fortement mobilisés avec les VP formation et les VP vie universitaire pour accompagner principalement nos étudiants dans cette période qui est quand même difficile pour tous. Et comment on devient VPNUM? Parce que peut-être qu'il y a des vocations qui vont être suscitées par ce podcast. Alors, en général, c'est un choix du président, hein, c'est une équipe politique dans une université, et on peut être sollicité par le président pour prendre cette fonction, soit parce qu'on a une expertise sur le sujet, soit parce qu'on a un attrait, une attirance sur le domaine du numérique. Donc, il y a des profils complètement différents. Il y a des collègues enseignants-chercheurs qui sont du domaine du numérique, mais pas nécessairement. Hein. On a un collègue qui est professeur de lettres classiques, hein, et qui est VP numérique. Et puis on a aussi quelquefois des gens qui ont été DSI dans leur vie passée et qui peuvent être sur ces fonctions-là. Le vice-président d'une université n'étant pas nécessairement un enseignant-chercheur, même si principalement il est enseignant-chercheur. Voilà. Tu me disais, Brigitte, juste avant le début de l'enregistrement, que les meilleurs VPNUM étaient les anciens DSI, c'est ça? Bien sûr, c'est ce que... Mais non, c'est en fait il faut de la diversité dans une association, et en fait je trouve que notre association des VP numériques, elle a ce caractère-là, c'est que on a des gens de profils très différents, et ça permet de construire des positions communes et de prendre en compte toutes les positions qui peuvent naître dans les établissements. Et c'est aussi ces profils qui sont différents qui permettent de construire des positions. Et toi, Nadia, tu as été
vice-présidente numérique de Paris 1, si je ne m'abuse. Ouais, tu n'étais pas DSI. Qu'est-ce que tu enseignais? Je n'étais pas DSI, non. Moi, j'étais prof d'économie industrielle, économie de l'innovation. Donc, qui sont aussi des sujets sur lesquels on s'intéresse évidemment au numérique. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le comportement des entreprises, les dynamiques de croissance, etc. Et donc, évidemment, les sujets numériques, c'était aussi des sujets qui permettaient d'expliquer justement les dynamiques de croissance des entreprises. Et puis, ça a été, comme l'a dit Brigitte, une sollicitation de la part du président de l'établissement qui a voulu me confier cette fonction à une période où il y avait très peu en fait de vice-présidents numériques, puisque moi j'ai pris mes fonctions en 2012 et à cette époque-là, je crois que Brigitte était déjà vice-présidente numérique. Oui, 2013, voilà. 2013. Mais c'est une époque où il n'y en avait pas dans tous les établissements et c'est, je crois, un peu la période à partir de laquelle l'ensemble des universités françaises ont progressivement commencé à se poser la question de la transformation numérique, ce dont les entreprises parlaient déjà, dans la dynamique dans laquelle elles étaient déjà engagées, les universités un peu moins, je dois avouer, et je le dis d'autant plus tranquillement que je ne suis plus dans un établissement aujourd'hui. Et donc vraiment c'est un sujet sur lequel les universités se sont beaucoup investies au cours des dernières années et ont fait d'énormes progrès, porté de réels gros projets transformants, clairement. Peut-être, le VP numérique au sein de l'établissement, il doit apporter la vision transversale du numérique. Très souvent, c'était un petit peu dans une version très silo, avec des services informatiques, et là, il doit porter cette vision en quoi le numérique transforme l'établissement, transforme les processus, comment il y a de la valeur ajoutée à déployer des dispositifs numériques dans l'établissement. C'est ça aussi qu'on attend du VP numérique, une vision un peu méta. D'accord. Alors, et puis, Nadia, elle a fait le grand saut, elle est partie dans l'entrepreneuriat, dans l'aventure de l'entrepreneuriat, et elle retrouve aujourd'hui un peu ses premières amours, puisque de votre binôme, binôme avec l'association, bien sûr, est née une étude que vous avez menée juste après le confinement pour mesurer la réaction des universités face à cette crise sans précédent qui nous a interdit du jour au lendemain de nous retrouver sur les lieux d'apprentissage. Alors, quels sont les éléments? On pourra retrouver, on mettra un lien vers cette étude, mais quels sont les éléments saillants qu'on peut retenir? Alors, je pense que l'étude qui a été faite post-confinement, à peu près 43 établissements qui ont répondu, donc ça représente déjà plus d'1 million d'étudiants, donc c'est quand même représentatif en tout cas des étudiants des universités en France. C'est que il y a une prise de conscience très rapide de l'ensemble des établissements sur la fracture numérique des étudiants, et du fait qu'il fallait accompagner au plus vite, mettre en place des dispositifs d'urgence pour accompagner ces étudiants-là qui étaient soit en fracture numérique parce qu'ils n'avaient pas d'équipement informatique, d'ordinateur, soit parce qu'ils n'avaient pas de connexion Internet, soit parce que le lieu où ils habitaient était en zone blanche. Donc ça, il y a alors c'est pas non plus un nombre énorme, on est de l'ordre de 2% d'étudiants, mais sur une population entre 2 et 5%, parce que selon les établissements, le nombre peut varier. Mais il a fallu accompagner au plus vite ces étudiants-là. Voilà. Alors déjà les recenser à une période où c'est compliqué de recenser les étudiants en difficulté. On est du jour au lendemain, l'université est fermée, donc on n'a plus tous nos repères, tous nos usages. C'est un peu compliqué d'assurer ce recensement qui a été fait de différentes manières, par des applications informatiques, par des SMS, par des téléphones les étudiants ont été appelés, et puis après être en capacité de faire livrer aux étudiants des cartes 4G. De leur distribuer des ordinateurs à un moment donné où les gens étaient confinés. Donc ça, c'est la façon dont vous avez pu réagir. C'est que vous avez pu, pas pour tous, mais en tout cas identifier un certain nombre d'élèves qui, de fait, étaient décrocheurs parce qu'ils n'avaient pas d'équipement ou parce qu'ils n'avaient pas de réseau. Et vous avez pu, peut-être pas pour tous, mais en tout cas en équiper certains. En tout cas, l'enquête a montré, Nadia peut le confirmer, que on a livré à plus de 6000 ordinateurs qui ont été prêtés ou donnés, et on a acheté près de plus de 5000 cartes 4G
et qui ont été livrés au domicile des étudiants, ce qui était quand même compliqué. Est-ce que ça, ces achats ou ces prêts, c'est de l'initiative des universités elles-mêmes ou le ministère non, c'est... Très clairement, c'est les établissements qui ont porté ces actions-là. C'est devant la situation et devant le fait que on pouvait pas laisser une partie des étudiants dans cette situation-là. Quasiment toutes les universités se sont mobilisées pour trouver des solutions, avec plus ou moins de facilité. C'est même quand il y avait le budget qui pouvait être dédié à cette action-là, il y avait toute la logistique à organiser pour que ça soit fait assez rapidement, pour qu'ils puissent suivre des cours et passer les examens après. Ça, c'est vraiment une chose qui a été très symptomatique quand on a commencé à interroger les établissements, à une période où tout le monde était quand même encore... On a interrogé, pour être un peu précis, entre le 25 mai et le 3 juin. Donc, on était post-confinement. On avait déjà les établissements avaient déjà un peu de recul sur les difficultés rencontrées, les solutions mises en œuvre. Mais on était quand même encore dans une période particulièrement chargée. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que très vite, au début du confinement, donc on va dire la deuxième quinzaine de mars, en fait, ce sont les établissements qui se sont rendus compte par leur suivi des comportements des étudiants, des comportements de connexion des étudiants, se sont rendus compte que probablement il y avait quelques difficultés pour certains. Et donc, ils ont, de leur propre initiative, commencé à investiguer, à essayer de comprendre, typiquement, pourquoi des étudiants qui, habituellement, se connectaient régulièrement sur le LMS, se trouvaient moins connectés ou connectés de façon irrégulière. Et donc, l'hypothèse de l'existence d'une fracture numérique, elle est vraiment venue, je dirais, de la base, c'est-à-dire elle est venue des établissements qui, prêtant particulièrement attention à leurs étudiants, se sont dit, il faut qu'on regarde ce qui se passe. Et ça, pour moi, ça a été une chose qui a été assez remarquable dans le comportement, assez notable et remarquable en même temps, de se dire que dans une période, quand on a plusieurs dizaines de milliers d'étudiants, si je mets de côté les universités d'outre-mer, la plus petite université sur le territoire national, c'est 12 500 étudiants. Oui, c'est une petite ville. C'est quand même, ça fait quand même un petit peu de monde. Et malgré ça, je crois que c'est aussi un des enseignements de l'enquête qu'on peut tirer, c'est que les établissements sont toujours restés très soucieux du, entre guillemets, bien-être de leurs étudiants, c'est-à-dire des bonnes conditions d'études ou des meilleures conditions d'études possibles étant donné les circonstances durant cette période. Tout à fait. Il y a eu un accompagnement social des étudiants qui étaient en grande difficulté pour certains, un petit nombre, mais qu'il a fallu accompagner. Ça a été la priorité, s'assurer que tous les étudiants pouvaient, en tout cas, avaient accès au minimum vital correctement, dans des conditions Et puis après, ça a bien été comment peut-il suivre les cours s'il n'a pas d'ordinateur et s'il n'a pas de connexion Internet. Et les équipes pédagogiques ont pu aussi recenser, en tout cas dans les facultés, on a vu les équipes se mobiliser pour recenser ces étudiants en difficulté. Est-ce que cette fracture numérique, c'est une autre forme de fracture sociale ou pas nécessairement? Alors, il y a des choses qui... Alors en fait, c'est-à-dire que quand on n'est pas confiné, l'université, elle offre ce service-là. Elle offre un accès Wi-Fi, elle offre des salles informatiques. Donc finalement, l'étudiant, même s'il peut être en difficulté sociale, il a accès à ce service-là dans les établissements universitaires. Là, l'informatique de l'université n'est pas accessible. Et donc, ça peut être pour des raisons sociales, mais on n'a pas mis en avant, c'est pas ce point-là qui a été mis en avant dans l'analyse. Tous les étudiants qui étaient en difficulté ont été traités. Et c'était, on avait soit des étudiants en zone blanche, en tout cas moi dans la région Grand Est où j'habite, il y a des étudiants en zone blanche et quand ils sont repartis chez eux, ils sont repartis pour certains dans la campagne et on a des territoires qui ne sont pas tous couverts correctement par l'internet. Et ce point-là, même si on envoyait une carte, on pouvait pas régler ce problème-là. Nadia, tu as utilisé un acronyme qu'on connaît bien, qui est LMS. Est-ce que tu peux nous dire, pour ceux qui nous écoutent et qui savent peut-être pas ce que c'est qu'un LMS? Donc le LMS, c'est pour Learning Management System. L'idée, c'est tout simplement une plateforme numérique qui permet l'enseignement à distance.
Donc, dans les universités aujourd'hui, alors ça aussi, c'est un des enseignements de l'enquête. On a quasiment 100% des universités, on va dire 99% des universités qui ont une plateforme Moodle, qui est en réalité un peu le leader mondial de la plateforme de e-learning, de la plateforme d'enseignement à distance. Et le gros avantage, je dirais, dans cette période totalement inattendue et très très brutalement arrivée, c'est que toutes les universités étaient déjà équipées d'une plateforme d'enseignement à distance. Et donc, même s'il s'est agi, et Brigitte pourra en dire un peu plus évidemment, même s'il s'est agi parfois d'intervenir sur les infrastructures, il n'a jamais été question dans aucune université en France de mettre en place une plateforme d'enseignement à distance sur laquelle les étudiants pourraient se connecter et les enseignants pourraient partager des contenus de cours en live ou en asynchrone, enfin en décalé, enfin en mode je poste un contenu et puis l'étudiant peut venir le consulter quand il veut. Et ça, je crois que c'est aussi un élément qui est très important. On a souvent tendance à penser que les universités sont pas très avancées en matière de numérique. Je le disais au début, c'est vraiment pas vrai. Et cette étude, même si elle n'avait pas cet objectif-là, elle avait davantage pour objectif de partager un certain nombre d'enseignements entre établissements d'enseignement supérieur public sur les pratiques, mais elle a aussi, on va dire pour le grand public, l'intérêt de mettre en avant le fait que la transformation des universités, la transformation numérique des universités est en marche, elle est en marche depuis longtemps, de réels changements ou de réelles avancées par rapport à ce qu'était l'université il y a 15 ou 20 ans sont aujourd'hui tout à fait notables, visibles, voire même quantifiables. Donc, je le redis, aujourd'hui, 100% des universités en France ont une plateforme d'enseignement à distance qui est accessible à tous les enseignants et à tous les étudiants. Et comme je connais déjà la remarque que souvent les gens font, bien entendu, l'université est le lieu dans lequel les enseignants-chercheurs ont leur liberté pédagogique. Et donc, il est tout à fait possible que d'un enseignant à l'autre, d'un cours à l'autre, les contenus ne soient pas du même type, ne soient pas proposés aux étudiants, partagés avec les étudiants dans la même proportion, etc. C'est une question c'est une question de pratique pédagogique. Alors, c'est autre chose. J'ai été directeur d'école, donc je sais que certains sont très que nos auditeurs attachés. Ne savent pas tous. Ah bah oui, ils sont attachés à leur liberté, ils sont attachés à leur propriété intellectuelle. Parfois aussi, ça masque un manque de formation à ces outils. Voilà. Bon, ceci étant, avec un confinement, on est obligé de s'y mettre. C'est ça peut-être qu'il faut retenir. Alors, quand on pense confinement, on pense urgence, on pense lien pédagogique. Comment est-ce qu'on garde en tout cas ce lien avec ses élèves, et on pense classe virtuelle. Alors, est-ce que d'abord ça a été ça la première réponse? Alors, effectivement, au moment du confinement, il y a un petit peu un effet de sidération, tout à coup il faut continuer ses cours et on n'a plus d'études, on n'a pas d'amphi, on n'est pas dans les salles de cours. Donc comme le disait Nadia, l'utilisation de la plateforme de cours en ligne a été fortement utilisée et elle a peut-être connu en général dans l'enquête, on le voit, les 15 premiers jours, il y a sûrement eu quelques ajustements techniques pour permettre que les plateformes soient au bon niveau, puisque parfois elles ont triplé d'usage dans la journée, le lendemain. Donc ça a été forcément un petit peu chaotique, je dirais, les 15 jours qui ont suivi le confinement. Et puis très vite, les gens ont souhaité utiliser des systèmes de visioconférence, de classe virtuelle, pour faire cours de façon similaire entre un cours physique et un cours virtuel. Bon, les universités ont principalement fait appel à des solutions externes. On va dire qu'il y a 4 types d'usages. Dans l'enquête, on a bien sûr Zoom qui a été fortement utilisé. On a Teams qui a été fortement utilisé aussi. Big Blue Button qui est une solution du monde libre. Et puis Jitsi qui est aussi une autre solution du monde libre. Voilà. Alors peut-être aussi pour ceux qui nous écoutent, parce que quand on dit comme ça le monde libre, ça peut paraître bizarre. On se demande, il y a un monde occupé. Alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est dans le numérique? En tout cas, des logiciels libres qui sont accessibles par toute structure ou tout individu et qui peuvent être utilisés sans devoir payer des redevances d'usage. Voilà, on les installe sur les serveurs et ça peut fonctionner. Après, il faut avoir les capacités serveurs
qui vont permettre d'utiliser correctement la classe virtuelle. Donc, il y a eu pendant le confinement des offres quasiment gratuites de Zoom et de Teams, donc qui ont permis que les établissements les ont, en tout cas les collègues les ont utilisés, puisqu'il fallait bien que. Vous savez ce qu'on dit quand c'est gratuit, hein? Bien sûr, on est le produit. Un peu. Et c'est vrai. Je pense que ça se confirme. Ça a été l'urgence. Oui, c'est l'urgence. C'est principe de réalité. Les solutions qu'on a ne fonctionnent pas forcément. Il y a une offre là, on l'utilise. Voilà. Et après, la seconde question qu'on pose, parce qu'on est à l'université, donc on a des cours, et puis à un moment donné, on a des examens. Alors, comment ça se passe? Alors, sujet, les examens quand on est à distance. Alors déjà, il y a plusieurs formes d'examen. Il y a le devoir en collectif, il y a le rendu de devoir. Il n'y a pas que. En fait, ce qui est préconisé de plus en plus dans les établissements, c'est essayer de mettre en avant le contrôle continu, et pas seulement l'examen terminal. On n'a qu'un examen. Bon, je peux parler de notre exemple à l'université. On a favoriser aider les enseignants à constituer des QCM de forme avec des choix multiples, des QCM qui sont pas seulement je pose 10 questions avec 10 réponses possibles, avec une seule réponse possible par QCM, des QCM qui permettent de tester pas seulement les connaissances mais aussi des compétences, Et puis le rendu de devoir par la plateforme LMS. Alors rendu de devoir qui peut se faire en temps limité, mais aussi qui peut être un travail collectif. Il n'y a pas que le devoir fait en temps limité et ça c'est fait à travers la plateforme. Alors bien sûr, on n'a pas pu certifier. Non, je veux dire, est-ce que les diplômés de master ou de licence de 2020, c'est un peu les bacheliers de 68? Mais peut-être probablement qu'on a un taux de réussite un petit peu plus élevé cette année que l'an dernier. Ça, je pense que probablement de quelques pourcentages. Mais tout dépend aussi. Si on regarde les masters, il y a des collègues aussi qui ont fait le choix de faire des oraux. Des oraux avec classe virtuelle. Bon. Il y a plein de formes d'examen qui sont pas uniquement l'examen sur table qui est garant de la validité des compétences acquises. Il y a différentes formes. Ça fait aussi réfléchir sur l'examen, à quoi sert l'examen et qu'est-ce qu'il va attester comme compétences. Et les enseignants eux-mêmes, je sais pas si l'étude le révèle ou donne des éléments, mais comment ont-ils, eux, réagi? Parce que certains, j'imagine, étaient très à l'aise avec les outils numériques, peut-être les utilisaient-ils déjà avant, d'autres en étaient beaucoup plus éloignés. J'imagine aussi que selon les filières, on a plus ou moins d'appétence. Comment ça s'est passé côté enseignant? Alors globalement, beaucoup d'établissements ont proposé des webinaires à leurs enseignants pour essayer de les aider dans l'utilisation des outils numériques. Et en général, ça a été fortement suivi. Donc après, il fallait amener un accompagnement, soit par des ingénieurs pédagogiques, soit par des gens plus versés sur le numérique, pour assurer une hotline permanente pour les équipes pédagogiques. Ça, presque tous les établissements sont mobilisés leur service d'ingénieurs pédagogiques là-dessus. Et puis il y a aussi souvent dans les établissements des référents pédagogie numérique. Dans les composantes, et donc c'est l'apprentissage par les pairs, donc des collègues qui ont aussi accompagné leurs collègues dans l'apprentissage d'outils numériques. Donc il y a eu une solidarité, je pense que ça c'est quand même important à souligner pour essayer que tout le monde puisse y arriver à faire son cours correctement, le mieux possible. Toi, tu es dans quelle université? À Nancy, c'est ça? Alors, je suis à l'université de Lorraine, c'est une université sur 2 métropoles, Nancy et Metz, avec une particularité, c'est qu'on a une diversité des situations. Donc, 11 écoles d'ingénieurs. Donc, dans les écoles d'ingénieurs, c'est des populations plus réduites, avec
peut-être plus l'habitude de faire aussi de la classe inversée, des cours qui sont déjà donnés, des cours magistraux qui peuvent être donnés de façon dématérialisée aux étudiants, et des moments de rencontre qui peuvent se faire avec Teams, avec Discord, avec Zoom, avec des outils de classe virtuelle et qui permettent d'accompagner les étudiants. Bon, les IUT aussi, on est dans des populations un peu plus réduites. Je pense que la difficulté, elle existe dans les facultés où il y a des fortes populations d'étudiants. Et là, c'était quand même un peu plus difficile à accompagner. On peut pas être à faire du sur-mesure, hein. Donc là, c'est quand même plus difficile à la fois pour les équipes pédagogiques et pour les étudiants. Tu as un exemple concret d'un prof peut-être qui t'a bluffé ou d'un étudiant qu'on croyait perdu? Non, mais par exemple, on a une unité qui s'appelle NUMOC, qui est le numérique, c'est l'apprentissage aux outils et concepts du numérique. Donc, c'est fait aux étudiants de première année. Et j'avais un collègue de licence de STAPS, hein, les STAPS sport. Donc, c'est première année de STAPS, c'est 500 étudiants, hein, c'est pas une petite licence, hein, il avait un module. Et en fait, il est arrivé à faire tous ses examens avec ses cours et les examens en ligne avec tous ses étudiants. Il a fait tout un reporting sur comment les choses s'étaient passées. Et au global, il n'a pas eu meilleur taux de réussite que les années passées. Donc ça veut dire que finalement on parle beaucoup des tricheries potentielles et tout, mais il avait fait ses examens de telle manière que finalement ça n'a pas donné 100% de réussite comme on aurait pu le penser. Et voilà, j'ai été assez bluffé du fait qu'il ait pu emmener ces 500 étudiants qui ont composé en même temps, qui ont fait les épreuves. Avec certains, il y en a eu bien sûr un petit pourcentage en difficulté numérique. Et pour cela, eh bien, on a fait des épreuves particulières, puisque quand l'étudiant ne pouvait pas composer pour une difficulté, il n'a pas accès au réseau, c'est pas possible. Eh bien, il y a eu des épreuves de substitution qui ont été organisées, mais finalement pas plus que ce qu'on a tous les ans. Tous les ans, des épreuves de substitution peuvent avoir lieu parce que l'étudiant est malade, il a un empêchement et tout. Donc, je trouvais que pour 500 étudiants, oui, c'était une belle réussite. Et puis un autre exemple, c'est l'UFR Arts, Lettres et Langues. Donc c'est des collègues qui font c'est pas forcément les plus habitués au numérique, et on a travaillé avec eux pour les aider à identifier toutes les formes de cours qu'ils pouvaient avoir, donc l'oralité, les cours, comment l'épreuve pouvait être envoyée, distribuée par l'étudiant, et c'est des grosses populations d'étudiants de licence d'anglais, d'espagnol, et eux ont eu des problématiques particulières parce que faire composer un étudiant en écriture cyrillique avec un clavier AZERTY, c'est compliqué. Oui, non, mais c'est des choses qu'on n'avait pas, parce que d'habitude. Qu'on n'avait pas anticipé, oui. On n'avait pas anticipé, on compose par écrit et d'habitude ces problèmes-là on les a pas. Donc l'étudiant il est plus lent dans la réalisation de son épreuve. Et en fait, c'est UFR qui a quand même plus de 4000 étudiants. Elle a fait des épreuves à blanc à tous ses étudiants volontaires pendant les vacances de Pâques, pour les aider à se préparer au mieux aux épreuves qu'ils allaient subir quelques semaines après les congés de printemps. Voilà. Donc, et les étudiants ont participé à ce travail à blanc pour se préparer au mieux aux épreuves. Voilà. Mais on voit que les enseignants à l'université, comme dans les écoles d'ailleurs, on fait preuve d'extraordinaire imagination, débrouillardise pour garder ce lien et continuer d'exercer leur métier. On dit parfois dans la tech qu'on a gagné 5 ans en termes d'usage. Nadia, toi qui es une observatrice un peu extérieure et tout en connaissant bien l'université de l'intérieur, est-ce que c'est l'analyse que tu ferais ? Je ne sais pas si on a gagné 5 ans en termes d'usage, mais en tout cas, je crois que les écarts qu'il y avait entre les enseignants au sein de l'université, donc ceux qui étaient, on va dire, les ultra geeks qui, depuis la première moitié des années 2010, utilisent presque de façon très individuelle, en réalité, des outils numériques, et puis se sont progressivement appropriés les outils fournis par l'établissement, et puis à l'inverse, d'autres enseignants qui sont plutôt, je ne vais surtout pas
partager mon PowerPoint avec les étudiants, des fois qu'il faille que j'en fasse un nouveau pour la rentrée prochaine. Maintenant que je suis libérée de mes obligations universitaires, je peux dire ce genre de choses. Et je crois que les écarts se sont clairement réduits en fait entre ces différentes populations d'étudiants, même si dans toutes les distributions, on a toujours des queues de distribution, hein, donc on a toujours des comportements, je dirais, extrêmes au sens un peu atypique. Néanmoins, je crois que ça a permis à des enseignants-chercheurs un peu frileux parce que peut-être ne se sentant pas très à l'aise ou peut-être, etc., de, entre guillemets, rattraper leur retard dans l'utilisation des outils. Alors certes, ça s'est fait un peu à marche forcée, mais comme le disait Brigitte tout à l'heure, ça s'est fait quand même de façon très accompagnée dans la plupart des établissements. On évoquait tout à l'heure, Brigitte évoquait tout à l'heure les webinaires, les formations, l'accompagnement des enseignants-chercheurs. J'ai un exemple en tête qui est celui de l'université de Lille, qui est une très grosse université, 72 000 étudiants, jeunes fusionnés, donc encore dans les difficultés de l'après-fusion, et qui malgré tout très très vite a mis en place une plateforme avec toute une série d'outils de formation, webinaires, etc. Pour ces enseignants, qui s'appelle d'ailleurs infotuto.lille.fr, infotuto. Enfin bon, infotuto, c'est sûr que c'est le nom de la plateforme. Je suis désolée de ne pas me souvenir précisément, mais peu importe. Et donc on voit bien que ça a mis les enseignants dans une situation où de toute façon il fallait y aller. De toute façon, il fallait continuer de faire ses cours, accompagner les étudiants, leur permettre de finir le semestre. Et en même temps, les établissements étaient très mobilisés. Les services d'ingénierie pédagogique, d'accompagnement aux usages, etc. Et donc, finalement, tout ça s'est fait beaucoup plus vite que prévu. Et je crois clairement qu'aujourd'hui, on fait une rentrée tout à fait différente. Et pas simplement parce qu'elle est incertaine et compliquée. On fait une rentrée plus numérique, je pense, vraiment dans toutes les universités. Alors, on va y venir à la rentrée, mais juste avant, une université, c'est aussi une organisation où il y a des gens qui travaillent. Quand elle est fermée pour les élèves, elle est aussi fermée pour les collaborateurs. Comment ça s'est passé? Parce que le télétravail, c'était pas forcément la norme dans les entreprises. Est-ce que à l'université, c'était déjà pratiqué? Ça, c'est une bonne question. Alors, je l'ai laissé après Brigitte répondre dans les détails, mais en fait, un des enseignements les plus étonnants, en tout cas pour moi, de cette enquête, c'est que 93% des universités interrogées avaient déjà expérimenté le télétravail ou le travail à distance avant la crise. D'accord. Il y a des trucs complètement inattendus. 93%. 93% des 43 établissements répondants. J'aurais dit 2%. Tu vois. Et figure-toi, alors ne te sens pas un peu bête ou un peu loin, parce que si on m'avait interrogé avant l'étude, j'aurais dit 5%, 6%, mais clairement pas plus. Donc 93%, ce qui est absolument considérable. Alors peut-être pour, je ne veux pas modérer ce que dit Nadima, ce chiffre est exact, mais il était expérimenté dans des dimensions faibles. Voilà, on avait quelques centaines de personnes qui pouvaient télétravailler 1 ou 2 jours par semaine, mais c'était des nombres un peu assez faibles. Et ce qui avait souvent été mis en place, c'était le process pour qu'est-ce que ça voulait dire de télétravailler, enfin d'être voilà. Donc ça avait été défini. Par contre, là, on a été dans une situation différente puisque tout le monde passe à distance et de ce fait, bien sûr, il y a eu quelques difficultés pour équiper les gens qui devaient travailler à distance de suite. Hein, ça a été. Ouais. Et là, ça change. Là, aujourd'hui, je pense qu'il y a ça change la vision du télétravailleur. Hein, il y a une prise de conscience qu'on peut. Alors pas à 100%, mais en tout cas qu'on peut aussi travailler, bien travailler en étant peut-être 1 ou 2 jours par semaine en télétravail, que c'est possible. Voilà. D'ailleurs, je tiens à le dire, on fait ce podcast à distance, chacun chez nous. D'ailleurs, je présente d'avance mes excuses s'il y a des petits zigouigouis, parce que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, et j'ai un réseau qui est un peu parfois défaillant. Donc si je chevrotte, c'est pas ma voix, c'est le réseau, soyez-en sûrs. Alors la rentrée, voilà, on y est, on est en plein dedans avec ses joies, ses peines. Comment ça se passe, Brigitte, dans ton université pour alors, de façon un petit peu générale. Ce que tu vois au quotidien. Alors, je peux parler de ce que je vois et un peu ce qui se met en place dans les établissements des collègues parce que les situations sont assez similaires. Hein. Les collègues essayent principalement, les établissements essayent principalement d'accueillir en présentiel les étudiants de première année.
C'est en tout cas souvent le souhait qu'on retrouve partout, parce que c'est déjà des étudiants qui étaient lycéens, qui ont passé leur bac dans une situation particulière. Il faut essayer de les accueillir en présentiel le mieux possible dans les établissements, tout en respectant les règles sanitaires, donc c'est un peu compliqué, mais en tout cas il y a une priorité souvent de donner à ces élèves de première année. Par ailleurs, il a été demandé souvent aux équipes pédagogiques de prévoir le scénario de mise en distanciel, puisque en fait on est dépendant des directives de l'agence régionale de santé, et dès que des clusters apparaissent dans une filière, dans une formation, dans un lieu, sur un lieu géographique, eh bien on va nous demander de passer à distance la formation, et donc il faut assez vite que les équipes pédagogiques puissent s'organiser pour passer le cours à distance, et peut-être pour 15 jours. En général, c'est ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Ça s'est produit sur quelques formations d'écoles d'ingénieurs, et bon, au bout de 15 jours, les étudiants ont réintégré le campus, et on essaye que si les cours doivent être mis à distance, parce que on peut pas les recevoir tous dans l'amphithéâtre ou dans la salle, puisque parfois c'est pas possible, dans les gros amphis ou parfois les grosses formations, on a plus de 1000 étudiants, il faut trouver des solutions. On essaye que ça soit les cours magistraux qui passent à distance et les TPTD en présentiel. Voilà. D'accord. Alors il y a eu pendant l'été, un appel à projet de l'ANR pour financer des projets déposés par des universités ou des grandes écoles pour encourager l'hybridation des formations. Il y a une trentaine de millions d'euros, je crois, et 15 projets qui ont été sélectionnés. Ça veut dire que toutes les universités en profitent pas. Est-ce qu'on n'a pas un risque à cette rentrée que il y ait des inégalités entre les universités, entre les territoires? Bon, ta question, elle est un petit peu difficile, là. Il y a forcément... Bon, ça arrive le principe. Toujours à un moment donné. Oui. Au début, je suis gentil, et puis après... C'est le principe de l'appel à projet. Il y a, pour des fonctions qu'on doit tous assurer, il y a des établissements gagnants, puis il y a des établissements qui doivent faire sur leurs ressources propres. Voilà, ça, c'est évident que pour certains, ça peut être plus difficile, mais... ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a beaucoup d'établissements qui ont essayé de s'équiper en dispositifs de captation. Donc parfois, l'appel à projet hybridation des formations permet de financer des équipements de captation. Et sinon, ça a été pris sur les budgets des établissements qui se sont souvent équipés avec des dispositifs aussi avec des sociétés de EdTech qui proposent des serveurs vidéo, je pense à Ubicast ou bien... ça va faire plaisir à Jean-Marie Cognier, qui est le CEO du... Non, mais voilà, RapidMook, il y a plusieurs solutions, en tout cas des solutions d'EdTech qui permettent de faciliter la captation des cours. Ouais. Après, bien sûr, quand on est lauréat d'un appel à projet, ça permet de doper un petit peu la réalisation. Mais autrement, les gens le font sur leur budget. Oui, il y a quelque chose qui m'a fait très plaisir dans cet appel à projet, c'est qu'il était écrit noir sur blanc que les universités étaient encouragées à travailler avec des entreprises EdTech. Voilà. Et je suis heureux que tu aies cité Ubicast, RapidMook, et il y en a des tas d'autres, parce que ça change des Blackboard et ça change des Zoom et des Discord. Mais voilà. Alors, c'est pas la première fois. Dans d'autres appels à projets, il était indiqué, je pense que dans l'appel à projet d'une développement d'université numérique expérimentale, il était aussi encouragé de travailler avec des sociétés du EdTech. Après, j'en profite aussi pour ce qui est important aussi quand on est on pilote une université et qu'on doit mettre en œuvre des solutions numériques. C'est important pour nous que les solutions soient robustes parce qu'on a un problème de taille. Là, les solutions, elle n'est pas pour 1000, 2000 étudiants, mais souvent pour 50 000, 60 000, 70 000 étudiants. Donc, de robustesse de la solution, c'est important. Et surtout d'avoir un back-office qui permet une administration facile, en tout cas qu'il y ait tous les outils pour que, quand on l'intègre dans le système d'information d'un établissement, ça puisse se passer le mieux possible et que son usage, sa diffusion au sein de l'établissement soit facile. Voilà. Mais tu as parfaitement raison de le souligner, et c'est pour ça qu'il faut encourager les entreprises françaises et les aider à passer à l'échelle, parce que c'est compliqué de gérer une
population de 70 000 élèves quand on est habitué à en gérer quelques centaines ou quelques milliers. Donc voilà, il faut effectivement, si demain on veut avoir des entreprises françaises qui travaillent vraiment avec les universités, eh bien d'une part les encourager, les aider, mais et puis que les entreprises prennent conscience aussi des difficultés ou des particularités qui sont les vôtres, quoi. Nadia, toi tu es en lien évidemment puisque tu es membre d'EdTech France avec des entreprises EdTech françaises. Comment font-elles pour travailler? Il y en a bien sûr pour qui c'est le cas avec les universités. Quelles sont les principales difficultés? Quels conseils tu pourrais donner à la fois aux universités et aux entreprises pour mieux se rencontrer? Les entreprises de la EdTech, enfin en tout cas avec celles avec lesquelles je discute assez régulièrement, la principale difficulté, c'est souvent qu'elles ont un petit peu de mal à trouver l'interlocuteur qui est le bon interlocuteur. Et donc c'est vrai que quand on échange ensemble, voire même quand on travaille ensemble pour un certain nombre d'entre elles, un vrai sujet, c'est comment fait-on, qui est le bon interlocuteur, comment ça fonctionne. Et la difficulté de la réponse, c'est que c'est très spécifique à l'établissement. Alors certes, la présence des vice-présidents numériques dans les établissements aujourd'hui et dans la plupart des universités, même si pas toutes aujourd'hui, facilite sans doute un peu les échanges. Néanmoins, les périmètres sont quand même pas toujours les mêmes. Les pouvoirs de décision ne sont pas non plus toujours les mêmes. La place d'un vice-président dans la gouvernance de l'établissement, elle est pas toujours exactement la même. La mission qui lui est confiée, elle peut être plus ou moins décisionnaire, c'est-à-dire avec la capacité ou non d'engager l'établissement. Et donc, c'est très difficile aujourd'hui de dire vous êtes une EdTech, vous pensez être en mesure d'apporter une solution innovante à une université, c'est simple, contacter son vice-président numérique, ce serait faux de dire ça. Oui. Néanmoins, c'est jamais une mauvaise idée. On peut pas non plus, voilà. Et de l'autre côté, je dirais que la difficulté que je remarque le plus souvent, en fait, on a quand même beaucoup de le marché de l'enseignement supérieur, ce sont certes les universités qui sont en volume d'étudiants de très très loin la grosse partie du marché, mais qui sont en nombre d'acteurs assez peu nombreux face à un nombre d'établissements d'enseignement supérieur privés qui eux représentent une petite part de la population étudiante nationale, mais qui sont beaucoup d'acteurs et qui ont souvent évidemment des modes de décision, sont un peu entre guillemets des entreprises comme les autres et donc ont des process de décision, des modes d'organisation qui sont proches de la façon dont les EdTech sont elles-mêmes organisées. Et si j'ai un conseil à donner aux EdTech, je leur dis ne considérez pas qu'approcher une université, c'est la même chose qu'approcher une école. Tout simplement parce que le mindset est différent. C'est un petit peu la même chose que si on veut vendre un outil numérique à un service de l'État, même si aujourd'hui les universités sont autonomes, donc ce ne sont pas proprement parler service de l'État, mais enfin ça se rapproche. On ne va pas se comporter de la même façon que si on veut vendre un outil à, je ne sais pas moi, une grande entreprise du CAC 40. Donc il faut faire attention à ça. Et la question du nombre d'étudiants, c'est-à-dire du volume de la population à laquelle la solution s'adresse, Brigitte le disait il y a 2 minutes, c'est un sujet qui est très important, à la fois sur les caractéristiques techniques, la capacité d'outil, la résistance, mais aussi le prix. Bien sûr. Parce que très souvent, je discute avec des acteurs de la tech qui me parlent de tarification à l'étudiant. Si ça peut, alors là pour le coup c'est presque l'économiste qui parle plus que sur le sujet à proprement parler. Le modèle économique il dépend aussi évidemment des circonstances du marché, des conditions du marché. Et donc quand l'interlocuteur en face c'est on va dire en moyenne 40 000 étudiants, vous ne pouvez pas appliquer le même modèle économique que quand votre interlocuteur en face a quelques centaines ou petits milliers d'étudiants. Voilà. Et ça, c'est un truc auquel il faut, je crois, vraiment penser en amont. Oui, il faut faire des sinon, il m'appelle. S'il m'appelle... On va mettre ton portable en lien également, Nadia. Et peut-être rappeler que s'il n'y avait pas eu le confinement, on avait prévu un événement, le réseau des VPNUM, inviter des EdTech pour faire du networking entre les universités et puis les sociétés qui peuvent apporter un service pour nos établissements. Malheureusement, cet événement a été annulé à cause du confinement, mais j'espère que nous pourrons l'organiser en 2021.
On l'avait prévu. Il est même encore plus d'actualité. Probablement. On va le faire, comptez sur moi, on va le faire en figital, en digital, si on peut pas le faire. Ouais, c'était le 24 mars, donc on peut remercier les entreprises qui étaient partantes pour l'événement. 40 minutes. Ah oui, j'imagine, parce que des temps de rencontre, il en manque, quoi. Donc il faut les créer. Je vois que ça fait déjà très longtemps qu'on est en train de parler, parce que je regarde l'heure, parce que sinon je me rends pas compte. Voilà, mais on va être obligé bientôt de conclure. Simplement, si on se projette à 1 an, 2 ans, en imaginant qu'à ce moment-là la crise sanitaire sera bel et bien derrière nous, est-ce qu'on reprendra, Brigitte, les cours, tu penses, comme avant ou pas tout à fait? Même dans 2-3 ans, je pense que l'hybridation des formations, c'est quelque chose qui va être davantage déployé dans les établissements, réfléchi en termes de pédagogie. Il faut faire comment on accompagne mieux, mettre l'étudiant bien au centre des préoccupations pédagogiques, et comment les dispositifs numériques qu'on aura pu expérimenter dans l'urgence vont pouvoir être bénéfiques pour l'apprentissage et pour la réussite des étudiants. Donc forcément, le numérique, les gens auront vu que ça pouvait apporter quelque chose. Je pense pas qu'on va revenir là-dessus. Après, il faut l'utiliser au mieux. Bien sûr que c'est pas. Nadia, tu partages cette analyse? Oui, je partage totalement cette analyse, et souvent je repense à un appel à projet qui avait été lancé par le ministère il y a maintenant 2 ans sur hybridation et flexibilité des formations, et qui portait déjà en lui cette idée-là que la formation universitaire devait évoluer pour s'adapter à tout simplement la croissance de la population étudiante, qui est une croissance démographique. Et dont on sait très bien que il est impensable d'accueillir tout le monde en présentiel dans les années qui viennent. Donc oui, je partage totalement ce constat, et je crois que si on doit y voir un effet bénéfique de la crise, essayons d'être optimistes, c'est elle aura permis cette crise d'accélérer cette transformation et d'inciter les enseignants à davantage aller vers le recours à des solutions numériques, et aussi à repenser leur enseignement différemment. C'est peut-être un truc qu'on n'a pas trop dit, c'est qu'en fait, l'hybridation, l'enseignement distanciel, ça n'est pas la transposition exacte de son cours devant son ordinateur, dans son bureau ou dans une salle équipée à l'université. C'est vraiment penser l'enseignement autrement. Partager ses savoirs avec les étudiants autrement, et aussi les interroger, les examiner autrement, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, transformer les examens, voilà, c'est plus joliment dit comme ça. En tout cas, ça doit permettre une individualisation des parcours. Ça, c'est quand même une volonté, c'est dans la loi ORE, de favoriser l'individualisation des parcours pour les étudiants, et le numérique peut quand même aider. Ça, c'est évident que si on s'appuie pas sur le numérique, ça va pas être possible. Moi, je propose qu'on fasse toute une série de podcasts, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la transformation de la pédagogie, la posture de l'enseignant. Voilà, donc je lance une série. Aujourd'hui, c'était le premier épisode avec cette étude qui a été réalisée par les VPNUM avec Simone et les robots pour comprendre comment l'université avait réagi dans l'urgence et comment elle avait fait preuve d'une vraie résilience avec l'ensemble des communautés et notamment des enseignants, comment l'université est venue au soutien et au secours de ses étudiants pour qu'ils puissent traverser cette crise de la meilleure des manières possibles, et puis comment à la rentrée on fait avec, mais on fait mieux qu'il y a quelques mois. Et puis moi je note en tout cas cette volonté de transformer qui sera pérenne. Donc merci beaucoup, Brigitte. Merci Rémi, merci Nadia. Merci. Tu avais un message à passer à la ministre de l'Enseignement supérieur, je crois. Tu avais c'est le moment, Brigitte, de faire passer les messages. Tu sais que ce podcast est très écouté en très haut lieu. Alors, en fait, les VP numériques souhaiteraient qu'on ait des offres d'abonnement 4G pour les étudiants qui soient des prix très peu élevés, et qui soient les mêmes pour que tous les opérateurs se mettent d'accord pour faire une offre à bas coût qui permette aux étudiants de se connecter à Internet dans les meilleures conditions. Voilà. Donc
si le ministère pouvait en parler aux opérateurs, puisque nous on a essayé aussi d'en parler, mais peut-être qu'il y a sûrement plus de poids quand c'est le ministère qui en parle, ça pourrait aider un certain nombre d'étudiants dans la difficulté. Eh ben, compte sur moi pour faire passer le message. Voilà, je vais appeler Frédéric. Envoyer un texto à Frédéric tout de suite. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nadia. Tu reviendras pour un autre épisode, j'espère. Très, très volontiers. Bon, merci à tous ceux qui nous ont entendus. Désolé si encore une fois il y a eu des petites interférences, j'en suis désolé. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast parce que il y a plein de sujets à traiter en cette période particulière. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Merci à Maxime Maton de l'agence Matoons pour la production de ce podcast.